Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. C'était Not Over You de Tessa Violette. Pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine Sylvain, Cassandre, Manon et Pierre. Au micro, nous sommes avec nos invités de la semaine, Louise, Anne et Camille. Alors, moi je ne vous connaissais pas et je suis enchantée de vous avoir avec nous ici aujourd'hui. Merci Manon. Parce qu'en fait, je connaissais pas votre travail avant de visionner Extra Lucide, que j'ai visionné parce que Pierre est un comédien, un ami aussi avec lequel j'ai la chance de travailler. Et juste pour dire deux mots très brièvement, j'ai été bluffée, j'ai été scotchée par ce que vous avez fait. Merci. Y a plein de choses qui souvent me manquent dans le cinéma, savoir que moi je suis très théâtre, donc je m'ennuie très très vite devant des images de films. J'ai besoin de vivant, sinon je m'endors parce que j'ai une concentration déplorable, il faut le dire. Et j'ai trouvé déjà les images d'une qualité assez bluffante parce que c'était subtil, la lumière était belle. Et le scénario, j'ai été bluffée parce qu'en fait, c'est intelligent. Enfin, c'est ce que j'aime. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait sans en mettre trop ni pas assez. Et voilà, du coup, c'était juste un petit moment pour vous remercier de ce moment parce que je l'ai partagé, je l'ai envoyé à plein de gens en mode de regardez, c'est des trucs qu'on voit pas souvent et c'est vachement bien. Merci Manon. Merci beaucoup. Ouais. Bon, pour les lumières, on pourra quand même remercier Damien Lemercier qui a beaucoup œuvré pour la couleur et les lumières. C'est vrai que les techniciens et techniciennes, pas les oublier. Et Damien, c'est le meilleur éclairagiste alsacien et même de France. Bon, bah, retenez, si vous voulez de belles lumières, il faudra contacter cet homme. Et du coup, moi, j'avais quelques questions sur... parce que vous êtes réalisatrice, vous fonctionnez toutes les deux. Et moi, je me demandais quels sont vos besoins, en fait, pour avoir des idées. Le terreau fertile qui crée vraiment l'impulsion de se dire allez, on y va. Ou cette idée, elle est bonne, on le fait. C'est intéressant parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, pour justement parler de nouveaux projets. On a envie de faire des choses un peu plus rapides, qui soient dans la boîte plus rapidement, qu'on puisse diffuser plus rapidement, qui soient un peu plus comme ça sous l'aura de spontané, quoi. Et on a balayé pas mal de projets possibles et je crois que c'est quand même très ouvert. Oui, puis on en parlait aussi tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va échanger sur plein de projets, mais ça va dans tous les sens. Et puis, tant qu'il n'y a pas d'accroche ou une évidence, ou on va laisser les choses dans une nébuleuse. Et là, ce qui était intéressant, quand on s'est retrouvés il y a 2-3 jours, on a discuté, il y a aussi des entrées très pratiques, de qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est moins faisable, qu'est-ce qui peut être fait avec des gens qui sont mobiles rapidement, etc. Et là, d'un coup, parfois, il y a un clic du « Ok, celui-là, on est en train de s'acharner, en fait, ça ne va pas se faire parce qu'on n'y arrive pas, il n'y a rien qui se dégage. » Et par ailleurs, une fois qu'on met ça de côté, on se rend compte il reste ce projet-là. Et puis, la nébuleuse s'éclaircit. Et on a toutes les deux, c'est assez drôle, c'est très organique, en fait, comme façon de travailler. J'adore ce mot. La synergie. mais c'est des grands mots, mais... C'est vraiment... On a beau se dire, allez, on va procéder étape par étape. En fait, ça finit en grande discussion. Et puis, à la fin, on se rend compte, OK, en fait, c'est ça qui va être notre prochain projet. Et puis, on y va. Et puis, je pense aussi le fait qu'on arrive d'un univers un peu différent où, moi, j'aime bien les trucs atmosphériques, le paysage, les grands espaces. Et puis, Louise-Anne, plus le théâtre. Je pense qu'il y a cette complémentarité un peu d'inspiration, elle fait aussi qu'on peut avoir envie de se lancer, moi peut-être plus de te suivre et toi de me suivre dans des choses diverses et finalement ça ouvre là encore, c'est la force du duo. Le mot peut-être du jour c'est possible, mais ça ouvre plein de possibles, quoi. Et si là vous deviez par exemple nommer une qualité que l'une a, qu'est-ce que vous diriez l'une de l'autre? Attention, c'est la question piège, là. Attention. Moi, je dirais, c'est pas... Alors, le mot est pas très joli, mais il dit quelque chose de très beau. C'est faiseuse. Elle fait. Elle dit, puis après, elle fait. Et c'est quand même... moi, c'est une qualité que j'ai du mal à avoir. Je tergiverse beaucoup. Je vois tous les obstacles avant qu'ils n'aient c'est beau. qu'ils ne soient apparus. Et oui, tu es... active, j'aime pas le mot, mais tu fais.
En fait, tu fais passer du monde des idées dans le réel, les choses. C'est ça que tu veux Oui, dire? c'est ça. Et puis avec un courage aussi. Waouh! Non, mais c'est. On vit à un moment de grand amour. Ah ouais, de grâce. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, pour revenir sur ce que je disais, quand on fait du cinéma, ça m'a toujours fait peur, moi, cette expression faire du cinéma. On a l'impression qu'il faut beaucoup, beaucoup de choses pour en faire. Et avec Camille, j'ai découvert qu'il faut juste faire. Et ça devient du cinéma. C'est Donc beau. voilà. Bah pour moi, Louisanne, c'est ton enthousiasme. Ça, c'est une qualité, je trouve, mais juste un enthousiasme qui fait que quand tu parles de quelque chose, il y a de la lumière qui s'allume dans tes yeux et il y a plein d'envie, quoi. Et ça donne l'inspiration, en fait. C'est c'est quand qu'on y va, c'est quand qu'on le fait, c'est cette envie et voilà. Merci. C'est très beau tout ça, super. Et il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est quand même un duo de femmes. Et c'est vrai qu'on a quand même, dans l'industrie du cinéma, coutume de voir quand même beaucoup de réalisateurs hommes. Et du coup, moi, j'avais une petite question par rapport à votre regard derrière la caméra. Ce qu'on va nommer d'habitude plutôt le male gaze. Vous voyez ce que c'est, Oui. le concept? Oui, mais oui. Et du coup, je me demandais, vous, quel est votre regard? Est-ce que ça se sent que c'est spécifique? Enfin, on veut dire, on sent que ce sont des femmes qui sont derrière la caméra. On en discutait Ah oui. avec Cassandre et C'est Pierre intéressant. avant, je crois. Et on se disait que dans les plans, par exemple, parce qu'il y a une femme dans Extra Lucide, on voit qu'elle est filmée avec le regard d'une femme. Elle n'est pas filmée du tout avec le regard d'un homme qui aurait peut-être, par inconscient, peut-être qu'il aurait plus sexualisé, en fait. Ah, ok. Et du coup, on se demandait un petit peu comment est-ce que vous travailliez vos plans avec votre female gaze, du coup, vos regards de femme, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de hyper important et c'est vrai que dans tout ce que je regarde, je suis très attentive à ça, peut-être un peu trop, mais je le vois beaucoup et l'hypersexualisation de la femme, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Et c'est vrai que personnellement, j'ai envie de travailler aussi dans la photo avec des hommes pour montrer autre chose des hommes et pour justement qu'il y ait d'autres regards sur les corps et justement éviter aussi l'incontournable belle femme qu'on va prendre en photo. Et je pense que ça se ressent. Après, ça s'est quand même fait de manière assez Inconsciente. naturelle, spontanée. Mais c'est intéressant ce terme de female gaze parce que on a l'impression qu'il a besoin d'exister en réaction au male gaze. Et moi, j'avoue que là, en écrivant, parce en ce moment, j'écris beaucoup pour essayer justement de bouger le terreau, là, trouver des idées. Et Camille, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un en face qui me dit « Mais attends, ton personnage féminin, quel rôle il a ?» ou le personnage masculin. Puis j'essaie aussi de réfléchir à la façon dont est-ce que les rôles sont intervertibles. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ce soit un personnage féminin, masculin. Et ça déclenche des questionnements extrêmement intéressants aussi. Mais justement, tu disais que tu as l'impression que le female gaze se fait en réaction au male gaze, mais en fait, il a toujours été là. Oui. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude d'être... pas entre guillemets, on a tellement l'habitude d'être dominé par le genre, par le patriarcat, que quand il y a autre chose que le patriarcat, on se dit ouais, mais il n'existe que parce que l'autre existe. En fait, il a été masqué par ça. Et surtout, on l'a nommé. Et quand on nomme quelque chose, on lui donne enfin une existence tangible. Et là, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on a un female gaze, alors que je suis pas persuadée que c'est comme ça que je l'aurais envisagé quand on se met à filmer ou chercher nos images, alors que de fait c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se passe. Justement, pour parler de ce regard féminin, la façon dont Pierre a été filmé, les gros plans sur la bouche de Pierre, par exemple, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait davantage attendu de la part d'un réalisateur homme sur le personnage campé par Alex. Et là, justement, c'était aussi naturel, spontané, mais peut-être aussi un peu volontaire. Enfin, pour moi, c'est important, quoi. Et puis la façon de filmer les deux personnages qui s'attirent ou entre lesquels il y a une énergie. On s'intéresse aussi plus à quelle est l'énergie qu'ils ont, quelle est l'énergie qu'ils dégagent, qu'est-ce qui se dégage d'eux. Et il y a moins cette idée de, finalement, qu'est-ce qui est sexy ou qu'est-ce qui est, je sais pas,
Finalement, c'est un peu la prise de conscience en fait qui permet aussi de casser les codes et de changer la vision. À fond. Et sur ces bonnes paroles féministes, on peut le dire, on va bientôt passer tout de suite à la chronique de la sorcière de la bulle. Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison ? En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de 5 bougies 5. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite. Plus le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'illumine. Et au centre apparaît la sorcière de la bulle. Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial de la chronique de la sorcière de la bulle, car j'ai préparé pour nos invités, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, un petit quiz spécial féminisme. Est-ce que tout le monde est prête? Gloops. Oui. Allons-y. L'idée, c'est pas grave si on sait pas. L'idée, c'est de revoir certaines dates que peut-être on ne connaissait même pas, à savoir qu'elles étaient historiques. Il y a un prix à la fin, on a un cadeau. Ma reconnaissance éternelle. Ça n'a pas de prix. Ça me Ça va. n'a pas de Ça prix. Allez, c'est parti. Question numéro 1. De quelle année date la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et par qui a-t-elle été écrite? Olympe de Gouges. Ouais, 1792. Non, 91. Presque. 1991. Bravo. Ah, C'est ça. Alors, le contexte, voilà, écrit par Olympe de Gouges, elle sera finalement guillotinée suite à la publication Ouais. de ce texte. Oui. Ah, ça, je savais pas. Ah bah maintenant, merci, sympa. Ah, bah super. maintenant, tu es au courant. À savoir que donc en 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui nous permet bien de dire que les droits de l'homme ne sont pas les droits de La l'humain. femme, aussi, Voilà, ouais. les mots ont leur importance et je vous ai pris un petit extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 1791 quand même. 91. Ouais. Et ça date quand même. Eh ben ouais. Très, très beau texte. Si vous ne l'avez jamais lu, il est disponible en petite édition de poche à 2 €. C'est un petit classique et voilà, on se bat toujours pour les mêmes choses. Question numéro 2. Alors, cette question-là est un peu moins joviale, si je puis me permettre, mais c'est des chiffres importants. Alors, à votre avis, combien de femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol par an? Beaucoup Réponse trop. A, 50 000. B, 85 000. C, 93 000 En France. en France. Oui, j'ai 93 000. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre que toutes les 3 secondes, il y avait une agression. Ouais, c'est ça, 93 000 selon la source Nous Toutes que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Donc en France, il se trouverait que 93 000 femmes seraient victimes de viol ou de tentatives de viol. Et dans 9 cas sur 10, le plus inquiétant, la femme connaissait l'agresseur. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on apprend qu'en 2017, les forces de l'ordre, les forces de sécurité ont mis en cause 22 348 personnes pour des crimes ou des délits de violence sexuelle ou de harcèlement sexuel. Donc on sait que c'est très peu par rapport à la quantité de personnes qui parlent ou qui sont écoutées, puisque on dit toujours libération de la parole, mais il faut aussi une libération de l'écoute. Oui, exactement. Qui Et est, de l'éducation. Et de l'éducation, Tout à grandement. fait. Et il se trouve que ces auteurs sont à 98% des hommes. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc à tous nos amis... C'est là où l'éducation est fondamentale. Voilà. C'est Donc pour vrai. tous nos amis du Notolmen, les chiffres parlent. Désolé. Désolée. Ils ont pas des os. Et sinon, avez-vous une idée d'à quelle date le viol a-t-il été considéré comme un crime? Moi, je dirais récemment. Oui, c'est assez récent. Plutôt récemment, peut-être En dans le... opposition à délit, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ah Mais ouais. c'était il y a moins de 5 ans. Ouais.
Non, c'est un peu Ah plus... le viol est réprimé depuis 1810 et il n'est considéré comme un crime que depuis 1990. Ah ouais, c'est quand même. Et c'est le viol conjugal qui est très récent, qui a été reconnu dans la loi il y a quelques années. Donc finalement, quand Olympe de Gouges a fait sa déclaration des droits des femmes, le viol n'était pas du tout puni, quoi, ni sanctionné. Non, du tout. Mais non, c'était un besoin. Bien sûr. Et pour la petite source, si vous avez besoin, il y a un compte Instagram qui s'appelle pas-gollerie pour dire ça ne m'a pas fait rire et qui retransmet des témoignages d'agressions et de viols, d'agressions sexuelles qu'ont vécu des femmes mais aussi des hommes puisque les hommes aussi sont victimes et les associations féministes les accueillent également contrairement à la pensée commune qui voudrait que les associations féministes ne s'occupent pas également des hommes victimes de violences. Question numéro 3. Depuis quand les femmes peuvent-elles s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari ? C'est les années 80, je crois. Alors A, 1905, B, 1938, C, 1944. 44. Ouais. Eh non, ça je crois que c'est le droit de vote, c'était 1938. Avant. Okay. Juste avant que la guerre commence pour qu'elle puisse rien faire. Voilà, exactement. J'ai été assez impressionnée par ce chiffre parce qu'aujourd'hui ça me viendrait tellement pas à l'idée déjà d'être mariée et d'en plus de devoir demander si je pouvais aller faire des études. Je me suis dit que quand on est une femme, en fait, la liberté c'est quelque chose qu'on doit conquérir tous les jours. Et quand on voit qu'il y a des droits qu'on a acquis aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, je me dis que j'aurais été incapable de survivre à ce monde, ou alors j'aurais sûrement fini guillotinée, ou brûlée. Le pire, c'est que c'est des droits genre évidents qui nous semblent ultra évidents et qui sont arrivés genre ultra tard, genre 1938, c'est vachement tard. Ça fait moins d'un siècle. Voilà. Et en plus, c'est la France. La France a été énormément en retard aussi sur les choses par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, par exemple. On était vraiment à la traîne derrière. Et dernière question, de quand date la légalisation de la contraception ? À savoir qu'avant, c'était interdit. Contraception ? Donc pas l'avortement, la contraception. Il n'y a pas des choix, là ? A, 1919, B, 1949, C, 1967. Je dirais 67. 40, pareil. Je sens la douille arriver. Non, 49. 1967. Parce que c'est la création de la pilule qui est pas exactement, voilà, c'est lié à ça. C'était la loi Neuwirth, en fait, qui autorise la contraception dès 18 ans. Mais elle n'est pas pour autant remboursée par la sécurité sociale et sa publicité est interdite. Les décrets d'application ne seront publiés qu'entre 1969 et 1972. Il faudra attendre 1974 pour que la pilule soit remboursée par la sécurité sociale. Ah, d'accord. Voilà, la pilule, elle est remboursée par la sécurité sociale. Et c'est l'année suivante, en 1975, que l'IVG sera finalement légalisée grâce à la loi Veil. Pour ce qui est de la contraception de la pilule, n'hésitez pas à parler à votre gynécologue. Si vous avez besoin d'un gynécologue dit safe, vous pouvez vous rendre sur le site Gynenco qui regroupe les praticiens et praticiennes qui vont respecter votre consentement, vous demander le droit avant de vous toucher et qui ne porteront pas de jugement sur vos choix. À savoir qu'il y a plein de choix de contraception possibles différents, très bien comme la contraception naturelle, dite comme la symptothermie, le stérilet. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de ces praticiens et praticiennes. Surtout que les gynécologues n'ont pas le droit de vous refuser une contraception. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu le stérilet en cuir avec ma gynécologue qui est top. Mais quand je suis allée chercher mon stérilet à la pharmacie, ça n'a pas plu à la pharmacienne que je lui demande un stérilet. Elle s'est permis de me faire des petites réflexions. Ça arrive très souvent. Et à ce sujet-là, dans un prochain épisode, on traitera justement des violences gynécologiques. Et pour conclure, j'aimerais dire un petit mot pour nos arrière-grand-mères, nos mères, nos sœurs, les femmes de notre vie et les nouvelles à venir. De les remercier pour tous les combats qu'elles ont menés et qui aujourd'hui nous rendent chaque jour un peu plus libres. Mais nos droits sont toujours en danger. Et je voulais citer cette belle phrase de Simone de Beauvoir qui à chaque fois me tord l'estomac, mais je pense qu'on ne doit pas l'oublier, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. Ainsi à toutes nos sœurs, la sororité est notre force et les révolutions se font aussi dans la joie et l'amour. On se laisse sur le titre Sundance de Népal, un morceau doux
et sensible.